Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On va discuter de beaucoup de choses aujourd'hui à l'émission, mais avant cela, suite à la tempête, la ville d'Ottawa a partagé plusieurs informations que nous aussi on aimerait partager avec vous ce matin. Et en premier lieu, il s'agit de la circulation et OC Transpo. La ville d'Ottawa vous demande de rester le plus possible à l'écart des routes et attendez-vous à des retards et éventuellement à des détours car des arbres sont tombés et des débris bloquent certaines routes. En minimisant les déplacements, vous contribuez à maintenir les routes dégagées pour les véhicules d'urgence. Pour obtenir les dernières informations, visitez octranspo.com/alerte ou composez le 613 560 5000 ou suivez le compte Twitter d'OC Transpo. Ou même pour avoir accès à la carte routière en ligne d'Ottawa, vous pouvez aussi visiter le compte Twitter de la ville d'Ottawa sur la circulation qui contiennent les dernières informations sur les retards et les perturbations de la circulation. En deuxième point, il s'agit de mentionner un soutien que la ville d'Ottawa offre aux résidents qui sont dans le besoin. Comme vous le savez, il y en a plusieurs qui n'ont pas d'électricité, qui ont encore des difficultés suite à la tempête. Et la ville a ouvert plusieurs centres de réception d'urgence où les résidents peuvent accéder à de l'électricité et des services. Ces centres seront ouverts jusqu'à 22 heures aujourd'hui encore. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez visiter le site web de la ville d'Ottawa. Les emplacements et les heures sont sujets à changement selon les besoins communautaires. Donc, encore une fois, je vais insister sur le fait qu'il faut visiter le site web de la ville d'Ottawa. Les installations suivantes offrent de l'électricité pour recharger les appareils, les douches, les salles de bain, la nourriture et la Croix-Rouge. Le premier centre, c'est le complexe récréatif Karl Delrek Goldbone au 1500 route chez où il y a un Wi-Fi qui est disponible. Le deuxième centre, c'est le centre récréatif François Dupuis au 2263 boulevard Portobello. Il y a aussi sur place un Wi-Fi disponible. Le troisième point, c'est l'Arena Centennial Howard Darwin au 1765 chemin Merivale. Et là aussi, il n'y a pas de Wi-Fi disponible, mais vous pouvez avoir accès à tous les autres services disponibles. Le quatrième et le dernier, c'est le centre communautaire de Hunt Club Riverside Park au 3320 promenade Paul Anka. Là, il y a un Wi-Fi disponible. Pour avoir encore une fois plus d'informations, surtout que les lieux sont sujets à changement, vous devez visiter le site web de la ville d'Ottawa, www.ottawa.ca, ou même aller sur le Facebook de la ville d'Ottawa qui donne des informations à chaque 30 minutes. Donc, vous êtes invité à visiter leur page Facebook. J'ai dit tantôt, on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui à l'émission et mon premier invité, c'est l'auteur, compositeur, interprète Opio qui vient parler de son troisième album qui est le troisième de la trilogie qu'il a commencé durant la pandémie. Et moi, tout de suite, là, ma question, 3 albums en 2 ans, comment tu as fait ça? Ben, c'est super facile, étant donné qu'on ne pouvait pas monter sur scène. Je suis resté chez moi et j'ai écrit beaucoup de chansons. Et c'est quoi qui t'inspirait pendant ce temps-là? Parce qu'on était tous dans un brouhaha, dans un questionnement et tout ça. En fait, j'essayais justement, lorsque j'écrivais des chansons, j'essayais de pas parler de la pandémie, j'essayais d'avoir des messages positifs parce que c'était des périodes qui étaient très difficiles et donc j'ai écrit pas mal de chansons d'amour, j'ai écrit des chansons où je parle de l'importance de la persévérance et c'est ça, j'ai pas eu de mal à écrire des chansons, j'étais très inspiré. Et c'est pour ça que j'ai pu écrire une trentaine de chansons en 2 ans. Wow, wow. Amour, persévérance. Et puis, je pense que la persévérance, ça, c'est quelque chose qui te définit le plus. Je t'ai déjà dit ça une fois en lisant ton parcours. Ouais. Et il va me rester une minute, quelque chose là avant la première pause. J'ai une question pour toi. Sur toutes tes biographies, c'est écrit que tu te définis comme le citoyen du monde. Ça veut dire quoi pour toi, être un citoyen du monde? Ben en fait, j'ai vécu dans 4 pays différents, sur 3 continents différents. Je suis né au Cameroun, et j'ai grandi en France et au Kenya, et maintenant je vis au Canada. Donc, tous ces voyages ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, je suis un produit du multiculturalisme. Donc, c'est plus facile pour toi, par exemple, de faire des liens?
Oui, en fait, ça m'a permis, ces voyages-là m'ont permis de m'adapter très rapidement et j'ai des amis un peu partout dans le monde et ça m'a permis également de mieux comprendre la culture des autres, ça m'a permis d'être plus tolérant, plus compréhensif et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup voyagé et je me définis comme un citoyen du monde, en Et, effet. et puis, je pense aussi que quand on voyage comme ça, là, il y a beaucoup de l'observation qu'on commence à cultiver. Et puis, je pense qu'on va en parler un peu plus là, après la pause. Je te garde avec moi au Pio. Et puis, j'aimerais ça D'accord. demander aux gens qui nous regardent de rester avec moi parce qu'après la pause, on va découvrir ensemble le troisième album de la trilogie de notre artiste, auteur, interprète Opio qui s'intitule En attendant l'apothéose. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Cette semaine, je reçois Julie Desmarais et elle nous prépare notre été. Films, livres, sorties et festivals. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre le troisième album de notre auteur, compositeur, interprète Opio, En attendant l'apothéose. Le titre, il fait peur. Alors dis-moi, pourquoi tu as choisi un titre comme ça? Parce qu'on ne veut pas de l'apothéose, nous. L'apothéose, c'est pas quelque chose de négatif. Wow, OK. L'apothéose, en fait, c'est la fin, c'est la fin de la trilogie. Donc, je me dis que il n'y aura plus de confinement, que le coronavirus sera éradiqué pour de bon et je pourrais recommencer à travailler normalement. Parce que au cours des 2 dernières années, la façon dont j'ai travaillé sur mes albums, c'était vraiment de façon virtuelle, étant donné que je pouvais pas aller au studio avec les ingénieurs, les artistes. On s'envoyait pas mal d'emails et on a réussi à faire ces albums de cette façon-là, mais c'est pas la façon idéale. Donc, j'espère qu'on va recommencer à travailler normalement et que les choses seront un peu moins virtuelles. Est-ce que cette expérience-là a été difficile pour l'artiste que tu es? Parce que je sais que les artistes, là, vous aimez vraiment être en contact, pas seulement avec le public, mais avec l'équipe qui vous accompagne. Ouais, tout à fait, ouais. C'était pas l'idéal, mais on s'adapte, on s'habitue. Je pense que les artistes, en fait, ont cette grande capacité, cette grande faculté à s'adapter. Et on était dans une situation inédite. Et plutôt que de m'apitoyer sur mon sort, j'ai décidé d'écrire des chansons, de continuer à faire de la musique et de continuer à divertir les gens. Parce que c'est super important. Ça, c'est bien pensé. Mais quand tu as commencé avec le premier album de la trilogie, est-ce que tu t'es dit, je vais en faire 3, ou bien c'est au fur et à mesure que c'est venu? C'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure. À la base, lorsque je commence l'album En attendant, je me dis, ça c'est juste un album que je vais sortir parce que en attendant en fait que les choses s'améliorent, je vais sortir cet album. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas améliorées, donc c'est la raison pour laquelle j'ai sorti En attendant le luxe. Et la situation ne s'est pas améliorée, c'est la raison pour laquelle j'ai sorti En attendant l'apothéose. Mais
Mais maintenant, les choses sont un peu mieux qu'avant parce que hier, j'ai pu organiser mon premier concert en 3 ans. Ça s'est passé au cabaret de la Bazoche d'Elmer. Euh, Tout le monde était, enfin, les gens étaient dans la salle, il n'y avait pas de masque. On a monté sur scène, on a chanté, on a dansé. Ça s'est très bien passé. C'est la première fois que ça se passait. C'est la première fois que je montais sur scène en 3 ans. C'était une très belle expérience. J'espère que les choses vont pas changer, qu'on va continuer comme ça et qu'on va recommencer à vivre normalement. On parlera de ce fameux lancement qui a eu lieu hier soir, là, un peu plus tard, mais je pense qu'on va écouter un bout d'une chanson de ton album. Ma coco, viens que je te montre comment de l'eau chez nous. Mon bébé, viens que je te yamour, te fais le chouchou. De l'eau camé, de l'eau amé. Yeah. De l'eau camé, de l'eau amé. Il te faut un camère dans ta vie, un mec qui va te garder éveillé toute la nuit. Je serai ton amour, ton amant, ton ami. Je te promets fidélité, loyauté, monogamie. On peut voir que ce n'est pas ici au Canada. Est-ce que tu as fait ça ailleurs, le clip vidéo? Oui, oui. Donc la chanson s'appelle Ndolo Kamer. Ndolo, dans la langue de Douala, ça veut dire amour. Et Kamer, ça veut dire camerounais, tout simplement. Donc c'est une chanson que j'ai enregistrée au Cameroun pendant le mois de février. Au mois de février, je suis allé au Cameroun et lorsque je suis allé dans une station de radio pour une interview, j'ai rencontré A.S. Drick. J'étais très impressionné par ce qu'il fait et donc on a décidé d'enregistrer une chanson. On a tellement aimé le résultat final qu'on a décidé de tourner un vidéoclip. Tout ça s'est fait en moins de 48 heures. C'était pas facile à faire, mais on a réussi à le faire. Il y avait pas mal de problèmes au niveau de la logistique, mais comme tous les deux, nous sommes super déterminés, super motivés, on a réussi à faire la chanson et à tourner le vidéoclip dans la ville de Douala. Douala, c'est ma ville natale. C'est la première fois que je tournais un vidéoclip à Douala et j'étais super content de le faire. Mon Dieu, en moins de 48 heures, il vous faut de la détermination. C'est pour ça que je dis tout le temps que la persévérance, c'est quelque chose qui te définit le plus, là. Puis on dit que pour ce troisième album, là, on a beaucoup de rythme là-dedans, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, en fait, j'ai travaillé avec Wally Melo, qui est un compositeur super talentueux. Et on a fait beaucoup de chansons avec une vibe afrobeat. L'afrobeat, c'est la musique qui vient du Nigeria. Évidemment, on l'a fait, mais on l'a fait à notre manière. Et j'invite les gens à aller découvrir l'album. Il est dansant. C'est un album qui va vous faire plaisir. C'est idéal pour l'été qui arrive. Idéal pour l'été. En tout cas, c'est bien calculé, là, parce que l'été à nos portes, là, et puis on envoie des chansons dansantes. Là, ça, là, c'est bien calculé. Et puis là, j'aimerais savoir, comme tu le mentionnais tantôt, là, hier, il y avait ton lancement. Ça faisait plus de 3 ans que tu n'avais pas eu accès à un public. Comment tu t'es senti? Et puis c'était quoi la température de la salle? Au début, j'étais nerveux. J'étais nerveux parce que je me disais, est-ce que je suis rouillé? Est-ce que je serai à la hauteur? Mais finalement, ça s'est très bien passé. Je suis accompagné de musiciens extraordinaires. J'étais sur scène avec Sabaya et Peterson et ça s'est très bien passé. Le public était très, très chaleureux. Je remercie la ville de Gatineau qui m'a aidé à organiser le spectacle et j'espère qu'il y aura d'autres dates qui vont venir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Pour les gens qui ne savent pas, là, Opio est beaucoup plus dans le rap. Et puis là, tu viens de mentionner Sabaya qui est un peu, elle, dans la soul. C'est quoi ce mélange-là? Comment vous avez fait pour travailler ensemble? Ben déjà, elle est polyvalente. Sabaya chante et joue très bien au piano. Wow. Donc, et moi, en fait, quand je fais ma musique, c'est sûr que je fais du rap, mais je fais du rap, je mélange avec beaucoup de R&B. Mes chansons sont très mélodieuses et je pense que c'est des chansons qui peuvent plaire à un très grand public. Et je vous remercie à TV Rogers à chaque fois de me donner la possibilité de faire la promotion auprès de vos téléspectateurs. Ça nous fait également plaisir. Et puis, il faudrait qu'on parle, il nous reste quelque chose comme 2 minutes. Là, j'aimerais savoir les réels défis, surtout en période de post-pandémie, là, d'un auteur, pas d'un auteur, mais d'un chanteur qui est comme seul à travailler par lui-même, autonome. Je pense que c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus la pandémie. On peut monter sur scène, on peut organiser des concerts, on peut participer à des festivals. Donc, on invite tous les gens à venir
faire la fête avec nous, à venir célébrer l'été avec nous. Ça fait, comme je l'ai dit, ça fait super longtemps que je suis pas monté sur scène. Donc, la meilleure façon de soutenir vos artistes, c'est de venir au concert, puisque les gens n'achètent plus les CD, tout le monde a un abonnement sur Spotify. Donc, si vous aimez vraiment un artiste et que vous voulez vraiment le soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de venir assister au spectacle. Et puis de faire beaucoup de téléchargements aussi, là, sur les différentes plateformes. Ouais. Je veux dire, les gens aujourd'hui, ils ont un abonnement Spotify qui paye à $10 par mois et ils peuvent avoir accès à un nombre illimité de chansons. Malheureusement, des plateformes comme Spotify ne sont pas très réputées pour la rémunération des artistes. Donc, si vous voulez vraiment aider les artistes que vous aimez, je vous encourage fortement à aller les voir sur scène. C'est la meilleure façon de leur montrer c'est la meilleure façon de les soutenir, en fait. On a entendu le message. Merci beaucoup, Opio. Bonne chance pour ce 3e album-là et puis plein de succès. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité et passez un très bel été. À toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre l'actualité de l'auteur-compositeur Opio, vous pouvez visiter son Facebook. Donc, son Facebook, c'est juste Opio. Son Instagram aussi, c'est juste Opio. Et puis, télécharger son 3e album intitulé En attendant l'apothéose sur toutes les plateformes de téléchargement et aussi sur YouTube. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'intéresser au pôle impact du Conseil de la coopération de l'Ontario. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Criss-cross, je passe la tondeuse dans les marches, c'est les chic-chocs dans mes idées, mes démarches. Tu cries allô, 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 allô. Le répondeur est long, je radote ta journée longe comme un tableau, 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 tableau. De pensées vagabondes, un vrai mauvais brainstorm. Peut-être que j'attends juste le bon moment. J'ai passé mes neurones à la science pour la donne. Dans mon pays, j'ai la peau, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur toutes les activités qui sont à l'intérieur du pôle impact du Conseil de la coopération de l'Ontario. Et pour en parler avec moi, Isabelle Stan, qui est la gestionnaire des services communautaires. J'ai voulu faire la précision parce que le Conseil de la coopération de l'Ontario, c'est gros comme ça. Et puis, il y a différents départements. Et vous travaillez dans le pôle impact. Et dans le pôle impact, vous êtes la gestionnaire des services communautaires. Parlez-nous déjà de ce pôle impact-là. C'est quoi ce pôle? Alors, le pôle impact, ça fait partie d'un des pôles qui ont été créés. On s'est complètement restructuré l'année dernière au CCO et le pôle impact, c'est vraiment le levier d'action du CCO sur le terrain. Et donc, dans ce pôle, nous sommes, au total au CCO, nous sommes une trentaine de collaborateurs et une grande partie d'entre eux sont dans ce pôle impact. Et nous sommes tous très polyvalents. Et ce qui motive toute l'équipe dans ce pôle, c'est de produire un impact de qualité au quotidien. Et ça se fait à travers 5 services distincts. Et donc, même si on est 5 services, on travaille beaucoup en collaboration les uns avec les autres parce qu'on se rend compte que beaucoup des services et des programmes que l'on propose, ils piochent un petit peu dans chacun des services. Donc, les 5 services, pour les détailler,
un petit peu, c'est tout d'abord le service démarrage d'entreprise. Et là, on parle évidemment d'entreprise sociale, puisque c'est vraiment au cœur de notre activité. Le service de croissance et de gestion d'entreprise. Donc, ce sont des entreprises qui existent déjà. On les aide à se développer, à s'améliorer, à gérer tout l'administratif. Le service employabilité. Le service de recherche, là on fait de l'innovation et de la recherche dans beaucoup de domaines, et enfin le service communautaire qui est donc le service dont j'ai la charge depuis un peu plus d'1 an. Alors, l'impact, là, je vois qu'il est assez grand parce que 5 volets dans juste le pôle impact, ça veut dire que vous travaillez très fort. J'aimerais savoir la définition, peut-être même pour vous, Isabelle, c'est quoi la définition pour vous de l'impact, le réel impact? En fait, c'est de trouver des enjeux, des besoins et améliorer le quotidien des communautés. Et le CCO, on s'est rendu compte qu'on peut beaucoup faire ça à travers des entreprises sociales. Alors, je vais peut-être profiter pour expliquer ce que c'est une entreprise sociale et une coopérative, parce que c'est vrai que ce sont des termes qu'on entend beaucoup, mais l'idée que s'en font les gens n'est pas toujours très juste ou très précise. Donc, tout d'abord, une entreprise sociale, c'est une entreprise dont la finalité est d'avoir un impact social. Et donc ici, l'humain prime sur le capital. Alors attention, ce n'est pas parce que ces entreprises ont un mandat social qu'elles ne produisent pas de richesse. Comme toute entreprise, une entreprise sociale doit générer des revenus. Donc, elles vont faire ça en vendant des services ou des produits. Et ce revenu va leur permettre de réaliser leur mandat social. Et donc, les profits qui sont créés, ils vont employer des gens et faire tourner l'entreprise. Et les profits ne vont pas aller dans les poches d'actionnaires, les profits vont être réinvestis dans ce mandat social. Donc ça peut être tout plein de domaines, quand on dit social, ça peut être dans tous les domaines de l'économie, on peut avoir des entreprises sociales, donc c'est vraiment très vaste. Et puis, il faut le dire, là, durant les 2 dernières années, là, je ne sais plus avec qui j'en parlais à l'émission, il y a beaucoup de personnes qui ont des idées d'entreprises sociales parce qu'on a vu comment l'entraide là, avait pu changer les choses durant la pandémie, donc je me dis que c'est un bon outil que vous présentez à ces personnes-là qui veulent se lancer dans des entreprises sociales. C'est très vrai. Il y a une très forte aussi volonté du gouvernement de les aider. Et on a une grande diversité de programmes pour faire ça. Et comme je disais, chacun des services aura un petit rôle à jouer différent. Au service communautaire, on veut vraiment donner les moyens d'agir à celles et ceux qui veulent améliorer certains aspects de leur vie ou de leur communauté. Alors vraiment, nous baignons dans toutes sortes d'enjeux, société, l'emploi, l'éducation, tout ce qui englobe le social, la santé, l'environnement aussi. Et donc, dans cette division, on livre 3 programmes principaux. Et je ne sais pas très bien combien de temps je dispose. On a encore du temps avant la première pause. Pardon? On a encore du temps avant la première pause. Donc, les 3 les différents sujets que vous touchez dans le volet services communautaires, ce sont lesquels? Alors, je vais nommer les programmes et je vais peut-être en détailler un. Si j'ai le temps, je détaillerai après les autres. Sinon, ils sont détaillés sur notre page web. Donc, les 3 programmes sont tout d'abord Jeunesse Canada au travail. Ça, c'est un programme financé, gouvernemental, financé par le gouvernement. On va peut-être le voir à l'écran. C'est un programme qui permet de financer des emplois de jeunes bilingues, des emplois à court terme. Au départ, c'était des emplois, des jobs d'été. Maintenant, c'est un petit peu étalé sur toute l'année. Et donc, des employeurs peuvent bénéficier de subventions salariales et accéder à un bassin de jeunes qui peuvent trouver sur la plateforme de Jeunesse Canada au travail. Le deuxième programme, c'est un programme de littératie financière, d'éducation financière axé sur les finances personnelles qui a été développé par Desjardins. Principalement, il y a le programme Mes finances, mes choix. On le livre beaucoup auprès d'écoles du secondaire, mais aussi auprès de nouveaux arrivants. Moi, j'en fais partie. Quand je suis arrivée il y a un peu moins de 3 ans, carte de crédit, carte de débit, j'étais pas très sûre de la différence des deux. Et donc, juste ces toutes petites choses simples comme ça, comment fonctionne le crédit, comment faire un budget, toutes ces choses de base de la vie qui sont bien de reprendre à zéro quand on arrive ici ou quand on commence sa vie professionnelle. Donc, voilà le genre de modules. Il y a 17 modules dans ce programme, donc il faut dire, voilà, il y a vraiment de quoi faire et de quoi se préparer à sa vie financière. Parlant de ce volet-là, si on veut rester un peu sur la littératie financière, parce qu'il y en a beaucoup, surtout les nouveaux arrivants là, qui se perdent un peu, j'étais dedans, peut-être même que je me cherche encore un tout petit peu là. Est-ce que ce programme-là, il est accessible à monsieur, madame, tout le monde?
Oui, absolument. Alors, on le livre dans la région de Sudbury gratuitement, donc à travers des écoles et des organismes, et on fait aussi des ateliers gratuits où on peut s'inscrire. Donc, pour le moment, on part sur 2 fois par mois un atelier gratuit. On est en virtuel pour le moment, mais peu à peu, on commence à passer au présentiel. Donc ça va être vraiment sympa. Et donc, voilà, il faut aller voir sur notre page web, on la met à jour régulièrement. Et à travers l'Ontario, on travaille avec des conseils scolaires et des organismes, il suffit qu'ils viennent nous faire la demande et on organise un ou plusieurs ateliers selon leurs besoins et les besoins de leurs membres. On s'adapte beaucoup au public que l'on a. Si c'est des nouveaux arrivants, on va évidemment adapter notre langage, si c'est des jeunes ou à l'école. En tout cas, vous travaillez très fort. Je pense que le 3e volet qu'on veut discuter, c'est les jeunes créateurs d'impact. Puis je pense qu'on va en parler après la pause parce que oui, c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. On en reparle juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est à moi, loin du refuge des autres. Je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent pour redessiner l'infini. J'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas? Les 100 pas, les 100 pas, les 100 pas. Et perdu mon temps pesant chaque fois. Les mois prennent les pas plus haut à chaque fois. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe toujours sur les différents programmes du pôle Impact du Conseil de la coopération de l'Ontario. Et toujours avec moi, Isabelle Stan. On a parlé de différents programmes dans la littératie financière. Et le 3e, qui est vraiment celui qu'apparemment vous aimez beaucoup. Je ne sais pas si c'est le dernier bébé, mais c'est les jeunes créateurs d'impact. Expliquez-moi, c'est quoi ce programme-là? Mais celui-ci, on relance une nouvelle édition, donc je baigne dedans particulièrement en ce moment. C'est pour ça que je suis enthousiaste. Donc, les jeunes créateurs d'impact en Ontario, c'est un programme bilingue qui est financé par Service Jeunesse Canada. Et son objectif, c'est de donner l'opportunité à des jeunes de 16 à 30 ans de réaliser un projet qui répond à un enjeu dans leur communauté. Donc, comment ils vont faire ça? Il y a 2 façons différentes et c'est ça qui est amusant de ce programme, c'est qu'on le réinvente chaque année. Donc, on reprend un petit peu ce qu'on a fait l'année dernière, mais avec des nouveaux projets. Donc, ils peuvent tout d'abord faire un projet de bénévolat au sein d'une entreprise sociale partenaire. Et là, avec l'équipe, on va chercher des entreprises sociales partout en Ontario qui vont proposer des projets de bénévolat vraiment enrichissants parce que un des sous-objectifs de ce programme, c'est le développement de compétences des participants. C'est-à-dire que le participant qui va arriver et le participant qui va repartir, il ne sera plus le même, il aura grandi, il aura vécu tout plein de choses et appris plein de choses nouvelles. Donc, il y a cette possibilité de bénévolat au sein d'une entreprise qu'il ou elle va choisir. Et deuxièmement, les participants peuvent développer leur propre initiative et leur propre entreprise sociale. Alors, je sais que ça peut être impressionnant d'entendre ça, mais en fait, ils vont être accompagnés pendant les 9 mois du programme par justement les services démarrage du CCO. Ils vont avoir accès à tous nos outils et on travaillera ensemble évidemment sur
sur le développement de leur idée, de leur initiative. Ils peuvent faire ça tout seuls ou en groupe. Et donc, c'est toute la beauté de ce programme, c'est qu'il est très ouvert et que le champ des possibles est vraiment énorme. Donc, c'est vraiment chacun selon ses préférences. Et ça demande évidemment d'avoir envie de s'impliquer, d'avoir un esprit curieux, innovant et consacrer un petit peu de temps parce que sur les 9 mois, il faut consacrer 120 heures à ce programme. Donc, j'ai fait des calculs savants. Ça revient environ à 3 heures par semaine. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. Donc, c'est un vrai engagement, mais on en tire énormément de choses. Est-ce qu'il est accessible et gratuit pour tous? Ça, c'est la grosse question. C'est une grosse et intéressante question. Donc oui, il est gratuit. En plus d'être gratuit et en plus de tout l'accompagnement qu'on est en mesure de fournir, on peut aussi apporter une aide financière pour les projets. Alors, on a une enveloppe donnée pour tous les projets de la cohorte de cette année, sachant qu'on peut aller jusqu'à 24 participants. Et au mois d'octobre, tous les participants vont proposer un budget et on verra comment on peut les aider pour se lancer la première année dans leur projet. Donc tout ça, ce sera, je ne peux pas donner de montant, mais c'est important de savoir que pour mettre le pied à l'étrier, on a cette aide en plus. Au niveau des critères d'éligibilité, effectivement, donc j'ai mentionné de 16 à 30 ans. Il faut aussi être au niveau du statut ou bien citoyen canadien, résident permanent ou réfugié. Bien entendu, il faut habiter en Ontario, puisque c'est un programme ici qui est au niveau de l'Ontario. C'est un programme principalement francophone, mais il est proposé de façon bilingue. Donc, s'il y a certains participants qui doivent quand même connaître le français, être en mesure de parler en français, on peut proposer un service de traduction et traduire les documents qu'on va partager. Je dirais que puisque vous avez mentionné que le programme, il a 2 volets. Le premier volet, c'est pour ceux qui veulent travailler dans le bénévolat. Je me dis, les plus jeunes, 16 ans, ça commence à 18 ans, donc 18 ans, 19 ans, je pense que les gens sont beaucoup plus poussés à aller dans la communauté pour voir comment ça fonctionne. Et puis après les 25 ans, c'est là qu'ils pensent à une idée d'entreprise. Donc pour ces gens qui veulent aller dans le bénévolat, là, qu'est-ce qui leur est offert? C'est très intéressant ce que vous dites et en fait, ça me fait penser qu'ils peuvent même faire les deux parce que comme le programme dure 9 mois, ils peuvent commencer avec du bénévolat dans une entreprise et puis si ça fait germer une idée dans leur esprit, on peut tout à fait après enchaîner sur une initiative personnelle. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer? Eh bien, je vais vous donner quelques exemples de l'année dernière. On avait une dizaine d'entreprises sociales qui ont proposé du bénévolat pour la gestion des réseaux sociaux, pour organiser une campagne de levée de fonds pour une entreprise. Il y a eu des programmes, des émissions de radio qui ont été faites pour une radio à Hearst. Et donc, on les a pas encore entendues, mais on va bientôt les entendre. Et là, je suis impressionnée du travail qu'ils ont fait. Et donc, toutes les entreprises sociales, et s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent proposer des projets, appelez-nous et on est vraiment preneurs et on va chercher effectivement pour chaque ville parce que c'est un programme qui se fait dans 4 villes en Ontario, du nord au sud et on va chercher des entreprises partout dans tous les domaines pour que les jeunes aient plus de choix selon leur domaine de prédilection. Alors, puisque vous êtes en train de travailler très fort là, pour ce programme, la Jeune Créateur d'Impact, les inscriptions commencent quand? Elles ont commencé. Oh là là, il y a juste 24 places là. Donc vraiment, il va falloir que les gens se dépêchent, pardon. Oui, il y a 24 places parce que c'est beaucoup de travail à les accompagner et ça prend vraiment du temps. Et donc, cette année, on a mis en place un petit concours d'entrée. C'est pas difficile, mais on veut juste être sûr que les gens qui vont être choisis sont vraiment motivés. Et donc, c'est pas méchant. On leur envoie ça par courriel. Ils auront quelques petites questions, des petits challenges à répondre. Et puis, comme ça leur donne un petit peu le ton du programme. Et donc, vous pouvez aller sur la page, je ne sais pas si vous pouvez la partager du CCO où il y a le lien d'inscription. Est-ce que je le donne comme ça oralement? Je sais pas si c'est... Oui, on peut y aller oralement et puis les gens pourront aller voir sur le site web. Alors, c'est cco.cop/JCI pour Jeunes Créateurs d'Impact. C'est tout simple à voir. Donc, dès les inscriptions, là, vous pouvez aller vous inscrire maintenant, surtout pour les gens qui nous regardent. Et puis, pour les entreprises sociales, elles sont appelées à vous contacter, vous, pour pouvoir faire un partenariat, si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Isabelle. Je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose avant de nous laisser. Il nous reste 45 secondes. Oui.
45 secondes, oui. Alors, juste peut-être un message pour les jeunes. Juste dire qu'effectivement, dans le contexte mondial actuel, on se rend de plus en plus compte que nous devons nous recentrer sur l'humain et le local. Et prenez en considération que les entreprises sociales sont un bon moyen de faire ça. On peut travailler dans une entreprise sociale. Vraiment, j'insiste sur le fait qu'on gagne sa vie, qu'on gagne de l'argent, on produit des profits, ou on peut développer une entreprise sociale dans n'importe quel secteur de l'économie. Donc, c'est encore pas assez connu, surtout par les jeunes. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces possibilités professionnelles. Merci beaucoup, Isabelle. Et puis, on va inviter encore une fois les gens à visiter le site web. Il reste quelques places, juste 24 places à offrir, mais il reste quelques places, je vais le dire comme ça, pour mettre un peu le feu aux gens. On se reparle une prochaine fois. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne fin. Alors, pour vous autres à la maison, www.cco.coop, comme elle a mentionné, /GCI pour jeunes créateurs d'impact. Si vous voulez avoir accès à ce merveilleux programme-là, il y a juste 24 places. Si vous voulez avoir une place, c'est dès maintenant qu'il faut aller visiter le site web. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec l'auteur Jean Dumont. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un écart, un grand couloir devant ces mots et entre nos bras. Je suis tout à l'envers. Mon cœur se serre devant ces mots que le temps voudrait taire. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. 35 000 fois que j'ai essayé de te parler. Il n'y a aucune raison. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'entretient maintenant avec l'auteur Jean Dumont qui a fait paraître dernièrement aux éditions David Le Batelier des rives incertaines. Le titre est assez intriguant et je sais qu'on va avoir une très belle discussion avec Monsieur Dumont. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle de savoir, d'avoir la définition de ce que vous-même vous m'avez envoyé comme message. Vous avez dit que l'écriture pour vous n'était pas un tourment, mais une source de plaisir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'est que j'ai pas envie de m'inscrire dans le mythe là, de l'écrivain tourmenté et puis qui doit être malheureux pour écrire ou je sais trop. Alors moi, c'est le contraire. C'est faut que ça aille bien, il faut que je sois de bonne humeur, il faut que l'écriture reste un plaisir. Sinon, j'ai autre chose à faire. C'est aussi simple que ça. Rendu à un certain âge, je pense qu'on se dit à un moment donné, non, je me tourmente pas. Il y a déjà assez de tracas dans la vie. Alors, si on peut avoir du plaisir dans les choses que l'on fait, qu'on exécute, et pour moi, l'écriture, entre autres, bien oui, je m'inscris là-dedans absolument. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, voilà quelqu'un qui change ma manière de voir les choses parce que quand on écrit, je l'ai déjà entendu de beaucoup d'auteurs, ils ont le syndrome de la page blanche. Donc, je me suis dit en lisant, peut-être que M. Dumont, lui, quand ce syndrome-là, il arrive, se dit, ben, je vais pas me prendre la tête, ça va revenir quand ça va revenir.
C'est exactement ça. C'est effectivement, souvent les gens nous demandent est-ce que vous avez une discipline d'écriture? Moi, j'ai beaucoup d'indiscipline d'écriture. C'est-à-dire que j'écris quand ça me tente. Et puis, oui, il y a des matins où ça part tout seul et ça coule de source, ça va bien. Et puis, il y a des jours où on s'installe, puis non, c'est pas là. Et à ce moment-là, je me dis non, j'ai autre chose à faire de ma journée. Et puis, je m'en vais faire d'autres occupations. Puis, pendant ce temps-là, ça revient. Et puis, on se remet à écrire. Mais effectivement, loin du mythe malarméen de la page blanche, là, non. Moi, je me dis, ça va passer, c'est comme autre chose. Et puis, on s'inscrit là-dedans. Et puis, bon, je connais des écrivains qui ont ça, puis je le respecte totalement. Mais moi, non. Il faut absolument que je me dise à un moment donné, bon, je ne laisserai pas figer devant un écran d'ordinateur à attendre que l'inspiration vienne. L'inspiration, on dit souvent, c'est beaucoup de transpiration aussi, c'est-à-dire qu'il faut passer, il faut y penser, il faut réfléchir, mais ça peut se faire aussi autrement qu'en restant passif. Donc, moi, je le fais en étant actif dans autre chose, et puis ça finit par revenir. C'est tellement bien dit, là. Puis c'est comme on le dit souvent dans la vie, il ne faut jamais rien forcer. Là, tout va arriver à point nommé à celui qui sait attendre. Et puis là, c'est quoi les sujets qui vous motivent votre écriture? Je dirais que jusqu'à présent, étant donné que ça, c'est le 3e roman quand même, il y a un sujet qui revient tout le temps, c'est vraiment les relations humaines, mais je dirais plus particulièrement les relations d'amitié. Alors, dans tous les romans que j'ai écrits jusqu'à maintenant, je me rends compte que tout tourne autour de l'amitié. Puis c'est pas un fait inventé non plus. J'ai un réseau d'amis que je considère extraordinaire. Et puis pour moi, l'amitié, c'est une notion hyper importante et c'est quelque chose que je mets au-dessus de beaucoup d'autres événements dans ma vie. Alors pour moi, l'amitié, c'est un ancrage. Hein. C'est une source autant que la famille. Dans le fond, c'est un peu aussi la famille qu'on choisit, comme on dit. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que tout va émaner de ça. Et puis, ça devient une bonne source d'inspiration pour moi, effectivement, l'amitié, les relations amicales. Ah, ça me donne une chicote, là, parce que quand j'ai lu le descriptif du roman dont on va parler un peu plus tard, là, donc le roman qui s'appelle « Le batelier des rives incertaines », on parle un peu de quelqu'un qui, je vais dire, qui a un don de soi incroyable pour d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et puis, je me dis, quand vous parlez de l'amitié, ça fait un beau lien. Avec les médias sociaux et tout ça, on a la fâcheuse habitude d'être recentré sur nous-mêmes. C'est comme nous, et puis on ne se rappelle pas souvent qu'il y a du monde autour de nous. Oui, et puis vous avez raison là-dessus. Et puis le roman, c'est un peu ça. C'est un personnage finalement qui décide d'aller voir les autres et puis de voir ce que les autres vont lui apporter également. Oui, c'est sûr qu'il est en relation d'aide. Il amène les gens à leur traitement, à leur rendez-vous à la clinique de cancérologie. Et il le fait de façon bénévole. Mais en contrepartie, il reçoit aussi de ces gens-là, autant du côté positif que du côté négatif. Évidemment, ça va l'influencer dans son parcours et c'est comme ça qu'il va se mettre à réfléchir davantage, d'où les fameuses rives incertaines. C'est ça. Et puis ce roman dont on parle en ce moment-là, il y a un beau lien avec un autre roman que vous avez fait paraître aux éditions David, qui est quelque part une suite, si je peux dire ça comme ça, une suite du roman dont on parle aujourd'hui. C'est quoi le lien entre ces deux romans-là, Les lectures terminables et Le batelier des rives incertaines? Bien, ça, c'est assez curieux parce que lorsque j'ai écrit Les lectures terminales, le premier roman, c'était l'histoire, encore une fois, beaucoup avec des amis. Et puis, j'avais besoin d'un personnage secondaire qui pouvait servir, c'est-à-dire qui pouvait aider. Donc, il devait amener mon personnage principal à ses traitements. Alors, c'est donc un chauffeur. Et puis, j'avais comme ça, je dis, bon, j'ai besoin d'un chauffeur. Je voulais pas que ce soit toujours l'épouse qui fasse la tâche, etc. Et puis, je voulais avoir cette distance aussi avec un chauffeur. C'est un étranger et parfois, assez curieusement, on se confie plus aux étrangers qu'aux personnes plus intimes. Alors, je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser. Et puis ça, pour l'anecdote, je vous dirais que ce personnage-là, dans le fond, entre guillemets, il existe. C'est-à-dire qu'au début de mon enseignement, quand j'ai commencé à enseigner, dans les années 80, début 80, je donnais un cours à des adultes. Et parmi ces adultes, il y en avait un qui s'appelait Adéoda.
Et j'avais trouvé le nom extraordinaire. Et puis, il m'avait dit qu'il venait de la Gaspésie, bon, etc. Et puis, il faisait, à ce moment-là, vous savez, service téléphonique pour venir en aide aux gens désespérés ou des choses comme ça. Les gens téléphonaient et il y avait toujours une voix qui les écoutait, une oreille qui les écoutait. Et puis, à ce moment-là, il m'avait parlé un peu de ça. Il s'est resté en mémoire. Et là, j'avais besoin de ce personnage. J'ai dit, tiens, je vais lui emprunter son nom et une partie de ce qu'il était sans doute aussi. Et c'est comme ça que j'ai fait ce personnage-là. Mais une fois que le roman a été publié, pour moi, ça restait un personnage secondaire. Et puis, il y a un ami qui me dit, ah, c'est drôle, j'aurais aimé en savoir plus sur ton personnage d'Adéoda qui transporte les gens, etc. Et c'est resté comme ça pendant plusieurs mois et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je découvre un fichier dans mon ordinateur où j'avais inscrit le mot Adéoda et j'avais défini un peu le personnage, qui il était, puis bon, des choses qui ne m'ont pas servi dans le premier roman. Et puis là, je dis, ah ben tiens, j'ai peut-être déjà quelques... Et j'avais plusieurs notes, sans m'en rendre compte, sur le personnage. Et là est venue l'idée de dire, bon, OK, maintenant, on a eu le point de vue des gens qui étaient atteints du cancer. Et là, j'aimerais avoir le point de vue de celui qui les accompagne dans cette lutte aussi. Et c'est comme ça qu'est né le personnage du troisième roman, Le batelier des rives incertaines, avec Adéoda, qui est un homme qui vit dans l'Outaouais, mais qui est originaire de la Gaspésie, de New Carlisle, en Gaspésie. Et puis, je dis, ben tiens, on y va avec ça. Et puis, je me suis attaché à ce personnage-là. Écoutez, je vais regarder avec moi, on va prendre une pause et puis on continuera cette belle histoire-là juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je continue ma discussion avec l'auteur Jean Dumont à propos de son dernier ouvrage paru aux éditions David intitulé Le batelier des rives incertaines. Et avant la pause, on a eu un peu l'historique de cet ouvrage-là. D'où est-ce que c'est parti? C'est la suite, on va dire, logique des lectures terminales qui ont aussi paru aux éditions David. Et puis là, on parle de Adéoda, une personne qui a réellement existé. J'aimerais savoir si cette personne-là, Adéoda, vous êtes resté en contact avec et puis vous lui avez dit que son histoire vous avait inspiré à écrire. Cette personne-là, il y a longtemps. D'ailleurs, c'est curieux parce que moi, j'enseignais, je commençais dans l'enseignement, j'avais une vingtaine d'années, fin de vingtaine, et lui était déjà un adulte, déjà une personne probablement dans les 40 ans. Et, alors, c'est simplement un contact comme ça qui est arrivé et puis qui a surgi après toutes ces années. Et puis, je me suis dit, ben oui, pourquoi pas. C'est sûr que j'ai inventé, après tout le reste est invention, j'ai gardé le nom et un peu l'idée de base qu'il était en fonction d'aide aux gens. Alors, c'est ça qui m'a permis de créer le personnage.
Peut-être que lui ne se reconnaîtrait même pas là-dedans, mais en fait, même j'espère qu'il ne se reconnaîtrait pas. Il y a plusieurs auteurs que j'ai reçus sur l'émission. Il y a certains qui disent que les idées, les personnages même arrivent pendant qu'ils regardent par exemple les infos ou bien même pendant une bonne discussion ou même en juste marchant comme ça, ils commencent à avoir des idées. Mais vous, dans votre cas, pour Adéoda, pour le dernier ouvrage en date, là, c'est la discussion avec la dame qui a voulu en savoir plus sur le personnage principal du premier roman. Donc tout de suite, là, vous n'êtes pas mis de pression, vous avez juste laissé couler. Oui, absolument. C'est-à-dire que même au début, quand on m'avait dit ah, on aimerait en savoir plus sur ce personnage-là, sur le coup, je me suis dit bon, non, pas plus que ça. Mais plus j'y pensais, plus je me disais ah, mais tiens, oui, pourquoi pas. Et puis ça a démarré comme ça. On ne sait jamais vraiment. Parfois, vous savez, on prend des notes sur des choses et puis ça va rester en plan pendant des mois, pendant des années. Et peut-être même ça servira jamais. Comme parfois on fait des manuscrits et puis qui ne seront jamais publiés non plus pour toutes sortes de raisons. Alors c'est un peu la même chose. Alors j'ai comme par exemple effectivement un ou deux manuscrits qui sont dans mes tiroirs, qui sont peut-être pas prêts, en tout cas pas à mon avis. Et puis je me dis ben peut-être qu'un jour ça viendra, peut-être que non plus. Et puis après. C'est bon de vivre comme ça, de vraiment pas se mettre de stress là. Alors pour les gens qui vont lire Le Batelier des rives incertaines, c'est quoi le message fort que vous voulez que les gens retiennent? C'est tout simplement de voir que on est tous un peu bateliers, c'est-à-dire qu'on se promène entre des rives incertaines, à savoir que on est venu au monde, puis on sait peut-être pas toujours exactement d'où origine tout ça, et puis on s'en va vers une finalité aussi. Et puis entre ces deux choses-là, évidemment, bien, on se pose des questions, on se remet en question aussi. On essaie de se comprendre, on essaie de comprendre le monde qui nous entoure. Et c'est un peu la démarche d'Adéoda dans le roman, c'est-à-dire qu'il a passé beaucoup de temps à s'occuper des autres, et puis, mais les autres finissent par lui faire comprendre qu'il faut qu'il s'occupe de lui également. Et donc, c'est un peu un retour aux sources et à savoir, ben, qu'est-ce que je fais dans la vie, puis qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors, c'est un peu ce qu'on trouve à l'intérieur de ça. Même si on est dans un monde où, évidemment, on accompagne des gens, et on le voit dans le roman, d'ailleurs, les personnages ont des noms un peu curieux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de véritable nom. Il y a, par exemple, le faux grognon, il va y avoir le Mahatma, il va y avoir le nerveux, et ainsi de suite. Ils sont nommés par des caractéristiques et on apprend, évidemment, à les connaître et à savoir pourquoi ces caractéristiques-là, ils s'en sont fait un nom, finalement. Alors, c'est un peu comme ça que notre personnage Adéoda, lui aussi, va finir par se dire, OK, je m'appelle Adéoda, mais je fais quoi avec ça maintenant? Où je m'en vais? Il faut comprendre aussi que le personnage lui-même a été durement touché, c'est-à-dire que son épouse est décédée d'un cancer. On l'avait d'ailleurs appris dans le premier roman. Et en passant, ce sont des romans complètement autonomes et indépendants l'un de l'autre. On n'est pas obligé d'avoir eu un pour comprendre l'autre. Et puis, bon, notre personnage, donc, effectivement, on apprend dans ce premier roman, les lectures terminales, qu'il a perdu son épouse d'un cancer, ce qui l'a amené à faire du bénévolat, justement, pour aider. Et on apprend aussi que son fils, un fils unique, s'est suicidé. Et puis, il n'a jamais compris pourquoi et il n'a jamais compris les raisons fondamentales qui ont amené son fils à cet acte irrévocable. Et c'est là où tout maintenant va se mettre en place et il va cheminer à travers ça. Et c'est comme ça qu'on découvre notre personnage. Je commence à être frustrée là. Le temps passe tellement vite. Il nous reste juste 2 minutes. J'aurais voulu vous garder longtemps. Et puis là, une dernière question pour vous. J'espère que ça sera mon avant-dernière. J'espère. C'est la page de couverture. Est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus pour le choix de la page de couverture? Oui, c'est assez curieux. Lorsque la maison d'édition m'a proposé des pages couverture, on m'a proposé 3 pages couverture. Et honnêtement, celle-là, au début, je l'avais éliminée. Et puis, je sais pas, comme ça. Je dis non. Et puis, j'ai regardé les 2 autres. Puis, j'avais dit, OK, je choisirais plutôt telle. Et puis, plus j'y pensais, plus je me disais, mais pourquoi j'ai éliminé cette page couverture-là? Et puis, plus je la regardais, plus je me disais, non, c'est ça, j'ai besoin de ça. Et finalement, c'est celle qui est devenue ma préférée. Et
elle est importante parce qu'on y voit évidemment un feu de circulation, parce que notre personnage fait du transport, donc il amène les gens à leur rendez-vous. Et il y a aussi l'espèce de goéland qu'on retrouve en haut et qui, évidemment, les origines, la Gaspésie, New Carlisle pour le personnage. Alors, on l'a retrouvé et j'adorais la couleur orangée aussi, qui est une couleur quand même assez chaude et qui est une couleur qui est quand même vivante. Et puis, c'est ce que je voulais parce que le sujet peut paraître un peu triste, mais vous allez voir, il y a beaucoup quand même de choses assez humoristiques à l'intérieur aussi. Mais je trouvais que tout ça allait bien ensemble. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi celle-là, finalement. Je suis sûre que les gens vont apprécier, comme je l'apprécie aussi, la page de couverture. Je vous souhaite bon succès pour cet ouvrage-là, un peu plus de succès que le précédent. Et puis, au plaisir de se reparler une prochaine fois. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. À vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer l'ouvrage intitulé « Le batelier des rives incertaines » de l'auteur Jean Dumont, vous êtes invité à visiter le www.éditiondavid.com. Et puis, comme il a mentionné, il y a aussi un autre ouvrage de lui qui est là-bas, mais qui fait un beau lien avec cet ouvrage-là. Vous pouvez alors prendre les deux. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. À la prochaine émission, Daniela nous fait découvrir le Brésil à travers ses souvenirs de voyage et nous cuisinons ensemble une feijoada. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario vous invite à compléter son sondage annuel qui lui permettra de redéfinir les besoins et les attentes de la communauté. Pour plus de détails et pour compléter le sondage, visitez le monassemblée.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais encore une fois vous rappeler que l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, en abrégé AFO, vous invite à répondre à leur sondage annuel pour mettre au grand jour les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent. Tout ce que vous avez à faire, c'est visiter le www.monassemblée.ca pour pouvoir avoir accès à la page que vous voyez à l'écran en ce moment. Et puis sur l'onglet « Répondre au sondage », vous allez juste cliquer sur le lien, vous allez répondre au sondage. Ça va vous prendre quelque chose comme une vingtaine de minutes. Et je pense que c'est assez important d'y répondre parce que ces informations-là vont permettre à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario de pouvoir mettre les bons points, les bons enjeux en avant par rapport aux différentes élections qui s'en viennent. Écoutez, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et on sera avec Lionel Lehoulier qui nous fera découvrir la pièce intitulée « Mesdames et Messieurs » qui sera présentée par le Théâtre Vox. On va aussi s'entretenir avec Sylvie Roson du Collège La Cité, des services d'intervention offerts aux personnes ayant un handicap. Elle nous parlera de ces merveilleux programmes. Et pour terminer, on va discuter avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h. On se voit demain. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti,
désemparés, même paralysés. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. À la prochaine émission de Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le château Montserrat, qui est le manoir néo-Tudor de Gatineau, ainsi que le cimetière Notre-Dame de Gatineau, qui est le plus important cimetière catholique de l'Outaouais. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.